Bienvenue sur Tout droit tout simple. Ici, on parle le droit autrement, des métiers passionnants, des parcours inspirants et des innovations qui transforment la pratique juridique. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, et ma mission est simple, rendre le droit plus clair, plus utile et plus humain. Bonne écoute. Bonjour Muriel, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple en cette journée un peu automnale et fraîche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, comme toujours, et qui est souvent débattu, mais qui est rarement expliqué très concrètement. Ça va être le rôle du LegalOps dans la stratégie d'intégration de l'IA, dans les projets IA. Donc, comment l'IA peut vraiment aider les directions juridiques et les cabinets d'avocats à être plus efficaces, quels sont les bons usages à adopter, et puis par où commencer surtout, parce que toi, tu es vraiment les mains dedans, on va dire. Donc, tu pilotes au quotidien des projets d'innovation et d'IA au sein du cabinet Francis Lefebvre. Et donc, tu vas te présenter mieux que moi dans un petit instant. Et on va vraiment donner des tips et des concrets à appliquer dans les projets aujourd'hui. Alors, est-ce que, pour commencer, tu peux nous raconter un peu ton parcours et puis ce qui t'a mené vers les LegalOps chez Francis Lefebvre? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup Delphine de m'inviter, donc de m'accueillir dans ce podcast. Pour commencer, moi, mon parcours n'est pas très classique. J'ai commencé avec des études de sciences politiques, ensuite du droit public et du droit européen par la suite, et aussi des études de management de projets innovants, de transformation du droit. Donc, pas trop classique initialement, mais très tôt, même à travers les expériences professionnelles que j'ai eues, c'était pas des postes où j'étais juriste à 100%. Donc, depuis 2017, par exemple, j'ai commencé à travailler dans des organisations où je travaillais donc avec le juridique, dans le juridique, mais aussi j'avais des projets que je pilotais main à main avec les équipes IT, RH et toutes les autres fonctions des organisations. Et c'était très souvent dans des environnements très internationaux. C'est pour cela que je me suis intéressée directement à CMS, où je voulais que cette compétence technique que j'avais et cette compétence juridique puissent s'associer. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dans le poste de LegalOps chez CMS. T'es tombée dedans petite, quoi. Ouais. Très tôt, je savais que je voulais pas faire avocate ou je me cherchais et LegalOps, c'était ce qui convenait parfaitement. Donc, c'est comme ça que j'ai inauguré le poste de LegalOps chez CMS Francis. Et comment est né ton intérêt pour l'IA? Alors évidemment, on en a parlé beaucoup aussi, mais c'est venu d'une conviction, d'un projet, d'un besoin concret du terrain. C'est venu comment en fait? C'est venu petit à petit. C'est un peu anecdotique parce en 2020, je rédigeais mon mémoire en plein Covid sur l'harmonisation ou le rapprochement de l'impôt sur les sociétés. Donc c'était quelle solution pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable au sein de l'Union européenne. Gros sujet. Comme Et, quoi tout mène au LegalOps, parce que franchement, c'est ça qui est intéressant. Donc, je rédigeais mon mémoire et je me suis très vite intéressée à l'économie numérique, donc avec les GAFAM, les plateformes, tout ce qui était e-commerce, et comment ces géants-là ont bouleversé un petit peu les bases de l'imposition traditionnelle. Donc, c'est ainsi que je me suis intéressée au numérique. Je me suis dit, OK, s'il y a ces entreprises-là qui commencent à changer déjà en fonctionnement traditionnel, peut-être que ça va s'étendre dans tous les domaines. Donc ça m'a poussée à m'intéresser au numérique et donc je suis allée me former et j'ai travaillé aussi pendant mes formations et à côté avec des entreprises qui étaient déjà assez avancées sur les projets numériques. Donc j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelait Numéricité qui accompagnait le secteur public dans leur transformation numérique. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur un projet qui conduisait avec le ministère du Travail dans le cadre de sa feuille de route IA. Et donc, ça m'a permis d'apprendre énormément parce que je travaillais en même temps avec les juristes, avec les informaticiens, avec les chefs de projet.
Et j'ai trouvé ça passionnant et je suis partie un an après dans l'immobilier, la construction chez le groupe Réalité, où j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que dans ce groupe-là, on travaillait sur le laboratoire d'innovation numérique dans lequel j'étais avec Charlotte Lair, qui était la responsable de ce laboratoire, qui était quelqu'un de très inspirant. Donc, on a travaillé sur des projets d'IA, mais de l'IA pour détecter du foncier, de l'IA pour aider les métiers de l'immobilier. Donc, bien avant qu'il y ait le lancement de ChatGPT, qui est Microsoft. Donc, on travaillait déjà sur des IA, mais qui n'étaient pas du coup génératives et accès au grand public. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc depuis le début. Et c'est pour ça que logiquement, quand il y a eu l'IAG, j'ai aussi poursuivi l'accompagnement des métiers sur l'IA générative. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement d'intelligence artificielle, mais on parle pas beaucoup de stratégie. Alors, selon toi, par quoi on commence pour arriver à une intégration réussie de l'IA dans les cabinets ou dans les directions juridiques? On commence par quoi? Tu as extrêmement raison. On parle beaucoup d'IA. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'IA a toujours existé et c'est le fait que ce soit vraiment ouvert et accessible à tous maintenant qui fait que toutes les organisations veulent mettre en place des solutions, ce qui est bien. Mais aujourd'hui, il faut pas forcément se précipiter à penser outils avant de penser direction. Donc, selon moi, il faut une stratégie claire. Donc, les étapes clés pour un bon départ seraient de commencer par clarifier les objectifs stratégiques. Pourquoi on veut intégrer de l'IA? Quelle valeur on cherche à créer? Est-ce que on essaie de gagner en efficacité? Est-ce que c'est pour réduire les coûts? Est-ce que c'est pour mettre en place une meilleure expérience pour nos clients? Ou est-ce qu'il s'agit de création de nouveaux produits qu'on va mettre en avant du coup? Quel est le but vraiment? Pourquoi on cherche à mettre en place l'IA? Et l'IA ne doit pas forcément être une fin en soi. Elle doit vraiment s'aligner sur la vision, les priorités, sur le besoin qu'on a détecté. Ensuite, partir sur les cas d'usage à fort impact. Donc, commencer à se dire, une fois qu'on sait pourquoi on veut mettre en place de l'IA, maintenant, sur quel cas on peut partir. Commencer à déterminer des cas d'usage concrets. Donc, en regardant aussi les différents critères, il faut qu'il y ait un impact mesurable, une faisabilité technique, parce que j'avoue qu'il y a pas mal de personnes qui ont une idée et qui pensent que l'IA va le faire du jour au lendemain. Il faut aussi voir si techniquement c'est possible. Il faut penser à la culture aussi interne. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une adhésion en interne? Donc commencer petit et identifier les cas d'usage. Et ensuite, cartographier et préparer les données dont on aura besoin. Donc on veut mettre en place de l'IA, mais est-ce que derrière, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Est-ce que c'est une IA qui va nous dire quel temps il fait aujourd'hui, ou c'est vraiment chercher dans nos données pour faciliter le travail au quotidien? Donc vraiment déterminer les données qu'on va utiliser. Ça implique énormément de choses. Donc faire un audit des données qu'on a en interne, penser à la stratégie de gouvernance qui est déjà en interne. Qu'est-ce qui est fait niveau sécurité, niveau conformité? Vraiment, il y a un travail de cartographie à faire. Et après ce travail-là, créer une culture et les compétences. Parce qu'on ne peut pas juste intégrer de l'IA, il faut voir comment les gens fonctionnent, comment ramener ce sujet de l'IA sans faire peur, acculturer les équipes, les former, les faire monter en compétences déjà sur ces sujets-là, pour que tout le monde puisse se sentir au cœur de cette transformation-là, pour pas rejeter le projet qui va être mis en place. Il faut aussi l'implication du management. Il faut forcément des sponsors. Parce que c'est bien. Moi, je parle avec énormément de juristes qui me disent moi, je souhaite automatiser pas mal de choses, mais ça ne prend pas derrière. Évidemment, il faut qu'il y ait un sponsor. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte le sujet, qui soit écouté par les équipes. Et après ça, choisir l'approche technologique qui est adaptée. Est-ce qu'on construit une IA en interne, ou est-ce qu'on gagnerait pas à
déjà acheter ce qui est déjà sur le marché. Donc, et aussi regarder ce qu'il y a sur le marché en fonction de l'architecture interne aussi. Est-ce que l'entreprise a fait le choix d'aller sur le cloud? Et toutes ces, voilà, et tous ces points techniques-là, les regarder en amont, regarder aussi est-ce que les solutions qu'on envisage s'intègrent bien aux systèmes d'information qui sont internes. Parce que si on prend une IA et qu'on peut pas faire de connexion avec les outils qu'on a, ben, c'est un peu dommage. Donc, il y a tous ces points-là à voir et enfin, il faut vraiment itérer, mesurer, ajuster. L'IA, c'est pas de la magie, c'est ce que j'essaie d'expliquer constamment à pas mal de gens. Donc, il faut accepter qu'on commence avec peu, simple, et on itère, et aussi garder en tête qu'il faut mesurer. Donc, quels sont les KPI qu'on essaie de trouver quand on met cet outil en place. Donc, est-ce que c'est de la productivité? Est-ce que c'est de la satisfaction des collaborateurs? Est-ce qu'on veut un ROI concret? Vraiment garder en tête tout ça et pas forcément mettre en place de l'IA parce qu'il faut faire de l'IA. Oui. Et tu as parlé donc de toutes ces étapes de manière très claire. Et en tant que LegalOps, ça, toutes ces étapes, tu vas les mener toi, mais tu vas aussi t'entourer d'autres experts et d'autres services. Est-ce que tu peux dire avec qui justement tu vas travailler pour arriver à décortiquer et à mettre, à faire cette feuille de route en fait? Avec qui tu vas travailler? C'est super intéressant parce que justement le LegalOps va être pas que dans le juridique, mais c'est la personne qui a la capacité donc d'aller discuter avec un petit peu tout le monde. Donc quand on a ce projet-là et qu'on fait notre cadrage d'opportunités, on va commencer par se dire de qui on a besoin. On a parlé des aspects technologiques, on a parlé des aspects sécurité. Donc on va peut-être introduire la personne qui se charge de la cybersécurité. On va se rapprocher des gens qui s'occupent de l'infra au sein de l'IT. On va aussi voir les ressources humaines parce qu'il y a une partie formation dont on a parlé. On va aussi voir la finance pour voir niveau budget, quel est le budget prévisionnel, quels sont les prix du marché sur les solutions qu'on a, est-ce que ça correspond au budget qu'on souhaite attribuer à ce projet-là, pour vraiment définir le RACI entre autres et intégrer toutes les personnes qui seront dans ce projet-là et à quel moment. Donc il y a un petit peu ce côté chef de projet, oui, que les Galops a aujourd'hui au sein de sa fonction. Et tu as parlé aussi des cas d'usage, justement, dans ces étapes. Comment on peut identifier les bons cas d'usage au sein d'un cabinet d'avocats ou d'une direction juridique sans se laisser happer un peu par, comme tu disais, par la mode IA du moment, quoi. Comment on identifie clairement pour son cas particulier les bons cas d'usage? C'est quoi les questions à se poser ou comment on fait? Ouais, gros sujet, hein, les cas d'usage. Ouais. C'est bien parce que il faut toujours, et c'est pour ça, tu sais bien, hein, c'est pour ça que nous, les Galops, on parle avec tout le monde et on écoute tout le monde justement pour pouvoir partir des irritants, donc découvrir les problématiques de chacun, donc détecter les besoins, donc que ce soit des tâches qui sont répétitives, par exemple, ou des tâches qui sont ou sur certains projets, il peut y avoir une source d'erreur. Vraiment, écouter le métier, le juriste, l'avocat, pour déterminer ces goulots d'étranglement. Donc ça peut être sur ce qui concerne la revue de contrat, le temps passé, des tâches qui sont très très répétitives pour vérifier la conformité, par exemple. Et ensuite, on va évaluer la valeur et la faisabilité. Donc, on va prioriser tout ce qui est à fort impact. Donc, aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est les quick wins. Donc, si on voit que dans ce pool de besoins qu'on a identifiés, qu'il y en a qui peuvent être solutionnés très rapidement, on partir sur cela pour avoir directement les quick wins qu'on pourra mettre. Résultat, quoi. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Et en direction juridique, je rajoute, mais effectivement, c'est pas uniquement, on va pas aller voir seulement les juristes, mais tous les utilisateurs.
de la solution IA. Donc, ce sera beaucoup les juristes, mais il n'y aura pas forcément que les juristes. Donc, il ne faut pas les oublier, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu as complètement raison. Et ouais, à chaque fois, donc oui, détecter d'où vient le besoin, parler avec le métier. C'est ça qui, moi je trouve qu'on a pas mal d'informations quand on discute avec les gens et qu'on essaie de comprendre ce qu'ils font et comment ils le font et quel est le problème qu'ils rencontrent le plus. En général, les gens ils Je suis très d'accord. Quand on s'intéresse vraiment à leurs problématiques et comment ils travaillent, ils sont très contents de nous expliquer, en fait. c'est ça qui est génial. Et si tu devais donner, je sais pas, une méthode simple ou 3 étapes clés pour cadrer un peu un projet IA, ce serait quoi? Enfin, je dis 3, mais ça peut être 4. Alors, ça va faire un petit peu, mais après, c'est peut-être parce que ma formation de gestion de projet, hein, mais moi, je pars toujours d'une méthodologie projet. Donc, partir avec un cycle précis de projet IA, en faire le cadrage, définir le problème, identifier les données, les risques, les parties prenantes, faire une expérimentation, il peut s'agir d'un pilote ou d'un POC, donc peut-être partir d'un prototype avec un périmètre limité, mesurer la performance, la faisabilité et l'adhésion, et ensuite, à la fin de cette expérimentation, décider si on y va ou si on n'y va pas. Le fameux go-no-go. Donc, analyser les résultats du pilote, voir est-ce que la solution permettrait d'améliorer les process en place, ou est-ce qu'on décide d'abandonner? On n'est pas obligé, après un test, de mettre en place quand même la solution. Moi, je trouve que c'est pour ça que c'est pertinent de faire des POC ou des pilotes avant. Et ensuite, la partie déploiement et conduite du changement. Parce que ce que moi je remarque quand je parle avec des gens de plusieurs entreprises différentes, c'est que en fait, dès que c'est déployé, on laisse partir, on laisse la main aux gens pour qu'ils Ils se débrouillent. voilà, ils se débrouillent eux-mêmes. Ce qui est bien, cette partie conduite du changement et amélioration continue. Une fois que c'est déployé, mais qu'est-ce qu'on met en place du coup pour voir si c'est performant? Il faut assurer le suivi. Et voir s'il y a des choses à modifier, le faire. S'il y a une fonctionnalité d'IA supplémentaire qui manque, si on est parti d'une solution d'un vendeur, revoir comment améliorer ce sujet-là pour faire gagner du temps et pour que l'outil soit pas abandonné. Donc, il y a toute cette partie aussi à garder en tête. Bah ça va très bien avec ma prochaine question. Comment, très concrètement, faire en sorte que les juristes ou les avocats adoptent justement vraiment les nouveaux outils IA au quotidien? Qu'est-ce qui va faire que ils vont les adopter, ces outils Ouais, très très bonne question. Je sais que t'as pas de baguette magique, hein, ni toi ni moi, hein, mais on a des idées. Ouais, j'aimerais bien. Mais moi, de ma petite expérience que j'ai remarqué, c'est que il faut impliquer les gens dès le début. Donc aller les voir, hein, voir en fonction du besoin justement qu'ils ont identifié, leur dire bah et si on faisait parce que j'ai vu une solution qui permettrait et si on regardait ensemble. Ok, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas que toi. Et si on se réunissait, on discutait. Et si on faisait un petit atelier d'idéation pour voir ce qui serait possible. Et donc les gens, ils donnent leurs idées, ils mettent en avant aussi ce que eux ils voudraient. Ça permet de capter quand même pas mal d'informations. Et ensuite, revenir vers eux et leur dire, bah voilà, il y a une solution qui permettrait, et si on testait ensemble. Et se sont vraiment impliqués dès le début pour co-construire, en fait, la solution qui va être mise en place. Et ça aide, en général. Ce qui marche aussi, c'est de montrer directement les bénéfices concrets. Donc, ils voient quand même que, déjà, ils sont impliqués, ils donnent des idées, et aussi la solution qu'on aura choisie, la solution d'IA, pourra déjà permettre à faire pas mal de tâches déjà. Donc, c'est toujours bien de leur montrer ce que l'IA est capable de faire. Comme ça, ils voient vraiment un intérêt. Et ça, par exemple, des démos ou tu fais ça comment?
Alors, ce que moi je fais toujours, c'est quand il y a une solution qui nous intéresse, et c'est ce qui est bien du fait que j'ai une formation juridique, je vais le faire de mon côté, donc faire les tests de mon côté, mettre en avant un petit peu les résultats qui pourraient parler au métier, vu que je leur parle au quotidien. Donc déjà préparer quelques résultats qui les intéresseraient et qui montrent que l'IA résout vraiment ce problème auquel ils sont confrontés. Et donc j'arrive avec voilà des cas d'usage déjà précis qu'on pourra retravailler derrière. Ça pose déjà une base et ça leur permet de voir vraiment le concret et ça aide pas mal. Ouais, donc ça, c'est l'approche pour embarquer l'équipe ou créer au moins la curiosité, quoi. C'est ça? C'est C'est ça. vraiment ta petite botte secrète, quoi. Oui. Et j'ajoute aussi que l'outil doit vraiment s'intégrer parfaitement dans leur quotidien, dans la façon dont ils travaillent. Et pas parce que des fois, l'IA, certaines IA peuvent apparaître comme, comment dire, comme un outil supplémentaire à ce qu'ils font. Donc, partir déjà, déterminer le cas d'usage, regarder comment ils travaillent, et derrière leur dire, bah voilà, on a notre map de ton process, bah ça va, de la façon dont tu travailles à ce point-là du process, bah ça va être l'IA qui va le faire et tu vas voir combien de temps tu gagnes ou combien tu gagnes en efficacité. C'est un petit peu ça, en gros. D'accord. Et quels indicateurs très concrets, je sais pas, le temps gagné, la qualité, la satisfaction, tu en as parlé, si tu regardes, toi, pour mesurer l'impact réel d'un projet IA, qu'est-ce que tu vas vraiment regarder? Donc ça peut être, des indicateurs quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Ça va peut-être être sur le temps gagné, mais ça peut aussi être sur la montée en compétences aussi des gens. Euh, je sais que quand je suis arrivée, moi, chez CMS, il y a 2 ans, il y avait des personnes que j'arrivais à moins convaincre sur l'IA. Aujourd'hui, ces personnes-là, on travaille constamment ensemble et on se partage des cas d'usage. C'est devenu des champions de... Exactement. Et ça aussi, c'est un indicateur. C'est aussi le niveau de satisfaction aussi en interne, le niveau de la compétence que les personnes aussi ont développée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut forcément avoir le ROI concret, chiffré, mais on oublie la montée en compétence des gens, leur prise en main Leur bien-être aussi du au bien-être. quotidien. Ouais. Exactement. Donc, Mais ça, c'est difficile de le mesurer, hein. Enfin, à part demander aux gens, effectivement, mais à part enfin, demander ça se voit dans une équipe, hein, mais c'est vrai que c'est pas une question qu'on va demander tous les jours, donc effectivement, c'est pas ouais. ça. Ce qui marche aussi, c'est le niveau d'adoption des outils. Les outils IA aujourd'hui, en tout cas les outils, nous on est en partenariat avec Harvey, la solution, Mhm. et on a Copilote aussi en interne. Donc on voit hein, les données pour voir l'usage. On voit bien que l'usage monte. Donc, c'est aussi un indicateur que les gens ont adopté ces outils-là en interne. Oui, ça c'est vrai que tout simplement mesurer l'utilisation, quoi, en fait. C'est Est-ce ça. que, est-ce que tu peux partager aussi un exemple d'un projet IA ou data que tu as piloté et qui a eu un peu l'effet waouh, tu vois, enfin, tu vois ce que j'ai dit, dans l'organisation, qui a eu l'effet waouh, c'est, c'est ouf, quoi. Alors oui. Ouais, Alors, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, hein. Je dis, ah, mais tu en dévoiles autant que tu veux. alors, je vais revenir sur les outils dont j'ai parlé. Hein, c'est des outils sur lesquels on a communiqué aussi. Sur Harvey, par exemple. Alors, Harvey, c'est un assistant IA qu'on a pris en interne. Donc, au début, les personnes, donc les utilisateurs ont eu cet outil. On a eu un pilote. Et très vite, on a vu, les utilisateurs ont vu l'intérêt sur l'outil. Donc, ils ont trouvé l'outil très intéressant, mais il fallait aussi derrière qu'ils arrivent à déterminer les cas d'usage. Donc, ce que moi j'ai commencé à faire de mon côté avec les avocats, c'est de monter des projets spécialisés sur ces cas d'usage-là, donc avec un chef de projet métier, où derrière on va aller
Donc faire la même méthodologie de projet, hein, déterminer, cadrer le projet et savoir, ok, pour tel cas, comment on fait, on a besoin de qui, à quel moment, donc répartir les ressources, répartir les tâches de chacun, et derrière, modéliser les cas d'usage pour que ça matche exactement à la spécialité de l'avocat et au process interne qu'il a. Ce que ça a fait, c'est que aujourd'hui, on a travaillé sur ces cas d'usage-là, et derrière, à la fin de projet, le présenter à l'équipe en entier pour que ce processus qu'ils avaient l'habitude de faire manuellement, et ben aujourd'hui, on arrive à avoir un cas concret avec un workflow dédié qui a été paramétré, qui permet de faire cette tâche de façon précise. En général, les gens, ça fait l'effet waouh. Donc, ça, c'est un exemple. Mais aussi sur Copilot. Donc, je suis sur la partie du déploiement de Copilot. On a beaucoup de juristes et d'avocats en interne, en plus que les autres fonctions. Donc, partir d'un outil comme Copilot, mais le spécialiser pour les juridiques. Donc, vraiment déterminer des assistants spécialisés, travailler sur des agents, et en partant de la même méthodologie, hein. Et on est en train de travailler dessus en ce moment et les gens sont assez contents aussi. Donc, 2 effets waouh. Mais il y en a pas mal. Et selon toi, quelles sont les 3 actions assez simples, en fait, qu'un cabinet ou une direction juridique peut mettre en place demain pour tirer parti de l'IA sans forcément avoir un énorme budget ou l'outil miracle qui fait tout sur le marché et qui n'existe pas évidemment. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place tout de suite, je veux dire. Tout de suite. On a parlé des quick wins, alors voilà. Ouais. C'est vrai que oui, si quand on n'a pas beaucoup de budget, qu'on regarde surtout sur le marché actuellement, on a pas mal d'acteurs, hein. On a de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'acteurs étrangers aussi qui essaient de s'approprier le monde francophone. Et alors c'est vrai que pour commencer aujourd'hui, c'est pas évident. Donc moi j'aimerais dire le premier point, c'est de se faire accompagner si possible. Mais si on ne peut vraiment pas, commencer par identifier des tâches, identifier ce qu'on veut faire. On va pas prendre de l'IA pour prendre de l'IA. Vraiment identifier quelle est la tâche qu'on veut automatiser par l'IA. Est-ce que c'est des tâches qui sont répétitives ou est-ce que vraiment délimiter ce qu'on veut faire. Puis passer. Oui, pas vouloir tout faire d'un coup déjà quoi. C'est la bonne technique pour dire après que l'IA ne fonctionne pas. Donc, exactement. Faut déjà savoir exactement ce qu'on veut faire. Et ensuite, passer au test. Donc, tester, mais avec de la documentation anonymisée quand on n'a pas fait tout ce qui est assessment cybersécurité ou on n'a pas forcément la capacité ou de grosses équipes pour valider en fait chaque prestataire. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui prennent par exemple le ChatGPT, la version payante. Donc partir sur des documents anonymisés pour voir déjà la faisabilité. Donc, partir avec un mini paramétrage pour mesurer rapidement le gain de temps et la pertinence. Et enfin, derrière, on sélectionner un outil qui pourrait faire la même chose ou partir du document qu'on aurait anonymisé et retravailler derrière dans son environnement personnel. Ça peut être déjà un gain de temps. Et enfin, instaurer un rituel d'échange et de partage au sein des équipes, mais très tôt. Donc, discuter des retours, qui fait quoi et quel a été le résultat. Ça va permettre déjà d'acculturer les gens, de réduire la peur, hein, parce que les gens en général, quand on met en place des outils d'IA, il y a toujours cette question de on veut nous remplacer, c'est pas le but. Donc tout de suite impliquer les gens pour que cette peur devienne plus de la curiosité et par la suite intégrer que c'est pas un outil miracle. On va tester, on va travailler avec en attendant de se faire accompagner par des professionnels. C'est un conseil que je donnerais. Ouais. Et si tu devais justement, c'est le conseil. Si quelqu'un veut se lancer dans l'intégration de l'IA, ce serait ton conseil, c'est de se faire accompagner. En fait. C'est ça le.
Et c'est vraiment commencer déjà petit si on veut vraiment, on a peur d'être vraiment en retard par rapport aux concurrents. Garder en tête cet aspect sécurité, cybersécurité aussi, qui est un gros sujet. Il ne faut pas mettre n'importe quoi dans n'importe quel outil. Se centrer vraiment sur la valeur et impliquer les équipes dès le début et se faire accompagner, c'est vraiment un gros sujet. Se faire accompagner par des LegalOps dont c'est le métier, des personnes qui sont chargées de faire cela pour essayer de pas faire oui, de pas faire n'importe quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Non, mais c'est important quand même, hein, parce que mettre des documents clients ou des données personnelles sur des outils sans forcément avoir cette culture de projet, c'est un travail en soi, hein, c'est un travail à temps plein, quoi, de, de gérer des projets d'IA. Donc, ne pas forcément déjà comprendre le besoin des juristes, mettre en place le projet, suivre le projet. C'est pas une tâche qu'on confie à quelqu'un à 2 heures par semaine dans une équipe. C'est vraiment, faut prendre un professionnel qui va accompagner ce sujet-là. Tu connais bien, Delphine. Oui, oui, et puis exactement, faut pas négliger le temps que ça prend en fait. On a toujours tendance à croire que tout ça, ça se fait en une semaine, on a fait une cartographie, un truc, mais en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps aussi parce qu'il y a beaucoup d'humains. Tu l'as dit, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'observations, il y a beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que Muriel, que les auditeurs retiennent de ton message après plus de 30 minutes de conversation? Donc j'aimerais que les personnes qui nous écoutent, les auditeurs, retiennent que l'IA n'est pas une magie, que c'est un levier stratégique. Et ce qui fait réussir un projet d'IA, ce n'est pas l'outil en lui-même, mais la clarté du besoin, l'implication des équipes, la valeur tangible créée. Et il faut commencer petit, tester, mesurer, itérer. Ça permet de transformer la curiosité en adoption et la prudence en confiance, tout en libérant du temps pour ce qui compte vraiment. Donc, ce sera l'expertise et le jugement des professionnels du droit. C'est ce qui nous intéresse. Et se faire accompagner. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Faire accompagner sur les projets d'IA en interne. Merci beaucoup Muriel pour cet échange passionnant et ultra concret. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que l'IA, c'est pas une fin en soi, hein. C'est un formidable levier, mais quand elle est bien cadrée, bien utilisée, portée par des chefs de projet, etc. Donc voilà, il faut structurer, avoir du bon sens et les projets se dérouleront au mieux dans les directions juridiques et les cabinets. Voilà. En tout cas, un grand merci et puis moi je te dis à très bientôt. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi Delphine et je reviendrai. Merci beaucoup. Noté. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez 2 minutes pour me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Cela me fait évidemment très plaisir et surtout cela aide à faire découvrir Tout droit tout simple au plus grand nombre. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn bien sûr et on se retrouve bientôt pour un autre épisode. D'ici là, restez inspirés.